Tous azimuts sur la situation de crise de notre pays, le groupe de soutien et de suivi se réunit demain ici à Bamako pour apporter une réponse globale à la question. Situation humanitaire dans la bande sahélo-sahélienne, une mission conjointe Nations Unies, Organisation de la coopération islamique prend la question en charge. Elle a eu une séance de travail ce matin dans notre capitale. Après les députés, les conseillers nationaux se voient accorder à leur tour une rallonge. L'Assemblée en session plénière a adopté le texte et aussi une résolution sur la crise du Nord a été votée par la majorité des députés présents. Un nouveau visage pour Bamako, Bamako ville accueillante à l'horizon 2030, des projets d'envergure d'assainissement, des schémas contenus dans une étude, laquelle étude a été présentée ce matin et attend un quitus des autorités compétentes pour son exécution. Nous sommes jeudi 18 octobre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par ce communiqué du gouvernement. Les autorités guinéennes ont procédé le 12 octobre à l'expulsion de 26 ressortissants maliens de la Guinée. Les autorités maliennes ont été d'autant surprises par cette expulsion que la Guinée et le Mali sont deux pays frères et voisins appartenant tous à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, cité en exemple pour le degré d'avancement pour son processus d'intégration. Ni la représentation diplomatique du Mali à Conakry, pourtant en contact avec les autorités guinéennes, ni les autorités maliennes à Bamako n'ont été au préalable avertis de cette expulsion, comme l'exigent les accords qui lient les deux pays. Le gouvernement malien informe que ces 26 ressortissants expulsés, contrairement à certaines allégations, sont des paisibles Maliens établis en République de Guinée depuis plusieurs décennies pour certains d'entre eux. Le gouvernement de la République du Mali, tout en déplorant ce acte qui ne reflète pas la qualité des relations historiques qu'entretiennent le Mali et la Guinée, lance un appel au calme aux ressortissants maliens en Guinée et aux ressortissants guinéens au Mali pour la préservation de leurs liens séculaires de fraternité et d'amitié. Cet autre communiqué à l'occasion de la visite de travail dans notre pays du docteur Goodluck Ebele Jonathan, président de la République fédérale du Nigeria, le protocole de la République convie à l'aéroport international de Bamako-Sénou demain vendredi 19 octobre à 7h50. Les corps constitués ci-après: les membres du gouvernement, les présidents des institutions de la République, le médiateur de la République, le vérificateur général, les chefs de mission diplomatiques et organisations internationales, les chefs d'état-major et directeurs des services des armées. L'atterrissage de l'avion de son Excellence Dr Goodluck Ebele Jonathan, président de la République fédérale du Nigeria, est prévu pour 8h20. Le décollage du président nigérian, son retour dans son pays est prévu pour 17h55 et la convocation du corps constitué est convoquée pour 16h30 heure de Bamako. Je vous le disais dans le titre, à l'initiative de l'Union africaine en collaboration avec la CEDEAO et les Nations Unies, une réunion ministérielle du groupe de soutien et de suivi sur la situation de notre pays se réunira ici à Bamako demain au Centre international de conférences. La rencontre qui réunira l'ensemble des acteurs concernés par la crise permettra d'apporter une solution globale à la crise que traverse notre pays. La rencontre va enregistrer une participation record, une participation de haut niveau des représentants du Conseil de sécurité des Nations Unies, de l'Union européenne et de tous les pays voisins. Voyons les enjeux de cette rencontre avec Sidiki Dambélé. La réunion ministérielle du groupe de soutien et de suivi sur la situation de notre pays qui se tient ce vendredi est une étape importante dans la résolution de la crise malienne. Initiative de l'Union africaine en concertation avec la CEDEAO et l'ONU, la rencontre sera l'occasion de renforcer la coordination entre l'ensemble des acteurs concernés pour apporter une solution globale à la crise malienne. Elle est aussi une réponse à la demande des autorités maliennes d'une force africaine pour reconquérir les régions de Gao, Tombouctou et de Kidal, occupées depuis plus de 6 mois maintenant par des rebelles Touaregs et des groupes islamistes armés
résolu à appliquer la charia. La reconquête du Nord, les conditions d'organisation des élections, en somme, le développement du Mali sont les principaux sujets à l'ordre du jour de cette réunion spéciale. Réunion spéciale qui regroupera des personnalités de marque. La présidente de la Commission de l'Union africaine, déjà présente à Bamako, l'envoyé spécial des Nations Unies chargé du Sahel Romano Prodi, les représentants de tous les pays voisins, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Union européenne et l'Organisation internationale de la francophonie. Une mobilisation internationale qui a tout son sens, car tous sont convaincus que la situation au Mali menace la paix et la sécurité, pas seulement dans la région, mais dans le monde entier. Mobilisation tous azimuts, notre pays accueille demain donc 19 octobre la réunion du groupe de soutien et de suivi sur la situation dans notre pays. Pour parvenir à ce moment historique, Youssouf Touré a bien voulu rappeler les grandes étapes de cette période depuis la mise en place du gouvernement de transition. Gravement. À Bamako, l'armée a pris le pouvoir le 22 mars. Le 29 mars, les forces rebelles et islamistes ont achevé la partition de fait du pays en s'apparant tour à tour de la totalité des régions de Tombouctou, de Gao et d'une partie de la région de Mopti. Devant ce fait accompli, les Maliens, toutes tendances, toutes confessions confondues, ont résolument décidé de ne pas croiser les bras. Sur le plan politique, un processus de normalisation a été vite entamé sous l'égide de la CEDEAO, présidée par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. L'organisation sous-régionale a désigné le président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, dans le rôle de médiateur dans la crise malienne. Les premières négociations avec les militaires réunis au sein du Comité national de redressement de la démocratie et de la restauration de l'État ont abouti à l'accord cadre CEDEAO-CNRDE du 6 avril 2012. La mise en œuvre de cet engagement se traduira par la restauration de la Constitution du 25 février 1992, la démission du président Amadou Toumani Touré, l'installation du président de l'Assemblée nationale dans la fonction de président par intérim le 12 avril. 5 jours plus tard, un premier ministre de transition a été désigné, suivi de la formation d'un gouvernement le 25 avril. 2 missions fondamentales ont été fixées au gouvernement du docteur Cheikh Modibo Diarra, reconquérir la totalité des régions du Nord, puis organiser des élections crédibles et transparentes sur toute l'étendue du territoire. Depuis cette date, que de chemin parcouru, un parcours loin d'être linéaire et tranquille, entre l'arrêt de la coopération multilatérale et bilatérale et les nombreux atermoiements entre acteurs nationaux, la stratégie à adopter pour sortir le Mali du gouffre a pris beaucoup de temps à se dessiner. Malgré ces difficultés, le dialogue a été maintenu tant à l'interne qu'à l'externe. Les acteurs politiques et les forces vives se sont donné plusieurs fois rendez-vous, notamment à Ouagadougou, du 13 au 15 avril 2012 à la demande du médiateur pour accorder leur violon. Parallèlement, les instances politiques et militaires de la CEDEAO ont tenu plusieurs réunions à Ouagadougou, à Abidjan, à Dakar ou à Abuja sur la situation du Mali et les voies de sortie de crise. Pour asseoir une compréhension partagée de l'imbroglio malien, le Premier ministre a effectué plusieurs voyages tant dans les pays du champ qu'auprès des partenaires traditionnels du Mali. Pour clore définitivement les dissensions entre acteurs nationaux et donner la chance à une sortie de crise rapide, la réunion du groupe de soutien et de suivi de la situation du Mali a recommandé le 7 juillet dernier la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. L'exercice de la formation de cette équipe a occupé pendant plusieurs semaines le président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré, fraîchement revenu à Bamako après une longue période de convalescence à Paris. Après de nombreuses consultations, le deuxième gouvernement, Dr Cheikh Modibo Diarra, fort de 33 membres, a été mis en place. Ceci a créé un contexte plus apaisé qui a permis au président de la République d'adresser enfin une requête à la CEDEAO pour un soutien militaire en vue de reconquérir le nord du Mali. La requête acceptée a été ensuite portée devant l'Assemblée générale de l'ONU en septembre dernier par le Premier ministre. Elle a reçu un véritable plaidoyer de la part de l'Union africaine et des puissances occidentales, dont la France. L'occasion était donnée au Premier ministre de convaincre la communauté internationale sur l'urgente nécessité d'une intervention militaire pour libérer le nord du Mali, dont l'occupation et les activités qui s'y mènent constituent de graves dangers pour la paix et la stabilité de l'ensemble du Sahel et au-delà. Aujourd'hui, il est donc heureux de constater que l'ensemble des acteurs de la sous-région, de l'Afrique et du monde partagent la même stratégie pour vaincre le mal qui frappe le Mali
et préconise les mêmes moyens, c'est-à-dire la force armée pour anéantir le fléau du terrorisme. D'où l'importance de cette réunion du groupe de soutien et de suivi sur la situation du Mali qui se tiendra ce 19 octobre à Bamako et qui verra pour la première fois depuis 9 mois un chef d'État de la sous-région fouler le sol malien. Bienvenue, Godlock et Bélé Jonathan. Youssouf Touré, et on le disait, demain Bamako accueille la réunion du groupe de soutien et de suivi sur la situation de notre pays. À cet effet, la presse nationale et internationale est conviée. La rencontre aura donc lieu à partir de 10h au Centre international de conférence de Bamako, selon le programme ci-après. 10h, cérémonie d'ouverture, 18h, cérémonie de clôture, 18h30, où il y aura lieu une conférence de presse. Les journalistes sont tout simplement priés de se munir de leur carte de presse. La Chine réitère son soutien à notre pays afin qu'il retrouve très rapidement son intégrité territoriale. L'annonce de l'envoyé spécial du gouvernement chinois chargé des affaires africaines, l'envoyé spécial participera demain à la réunion de soutien et de suivi sur la situation au Mali. Il a eu ce matin une séance de travail avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale avant d'être reçu en audience par le Premier ministre et le président de la République. Le point avec Ibrahima Traoré. La République populaire de Chine entend jouer toute sa partition pour aider le Mali à retrouver rapidement son intégrité territoriale. Un message de l'envoyé spécial du gouvernement chinois chargé des affaires africaines. Une entrevue avec le président de la République par intérim a essentiellement porté sur l'évolution de la crise que traverse le Mali. On a une grande estime au président Traoré parce qu'il est un vieil ami du peuple chinois et il a beaucoup contribué au développement de l'amitié traditionnelle entre nos deux pays. Donc la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, le bien-être du peuple malien et la solidité et la stabilité des institutions républicaines du Mali doivent être respectées et assurées. L'émissaire de la Chine a été reçu également par le Premier ministre. Cheikh Modibo Diarra a tenu à saluer le soutien multiforme qu'envisage la Chine pour accompagner le Mali en ce moment difficile de son histoire. Auparavant, la délégation chinoise a eu une séance de travail avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Les deux parties ont surtout échangé sur la coopération bilatérale entre le Mali et la Chine. Juste après, le chef de la diplomatie malienne a reçu la directrice Afrique au département d'État américain. Eunice Redick dit apporter aussi le soutien des États-Unis au Mali pour qu'il retrouve urgemment la stabilité et toute sa souveraineté nationale. Autre titre phare de ce journal, une mission conjointe Nations Unies, Organisation de la coopération islamique, séjour depuis hier dans notre pays. La mission a eu une séance de travail avec les membres du gouvernement. Les échanges ont porté sur la situation humanitaire dans la bande sahélo-saharienne en général et au Mali en particulier. Les deux parties se disent préoccupées par la situation caractérisée par la crise sécuritaire. La mission conjointe entend prendre des dispositions nécessaires pour aider le Mali. Mohamed Diarra. L'une des conséquences de la crise sécuritaire au Mali est qu'elle a engendré une situation humanitaire préoccupante qui concerne toute la bande sahélo-saharienne. Plus de 18 millions de Sahéliens sont menacés de famine. Des chiffres révélés par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. C'est pourquoi cette rencontre de haut niveau entre la mission conjointe ONU et Organisation de la coopération islamique et les membres du gouvernement est qualifiée de signe annonciateur d'espoir. La présente séance de travail permettra, j'en suis sûr, à nos deux délégations de procéder à un examen exhaustif de la situation humanitaire. Le Mali, pour sa part, fonde un réel espoir sur votre participation au règlement de la crise que traverse notre pays, notamment par la prise en charge du volet humanitaire. Les autres membres du gouvernement présents à cette rencontre ont fait des exposés sur leur secteur. Selon les statistiques fournies par le ministre de l'Action humanitaire, on enregistre au Mali plus de 300 000 déplacés à l'intérieur et à l'extérieur du pays, parmi lesquels plus de 50% sont des femmes et des enfants. Deux couches fragiles, dixit le ministre de la Famille.
Les ministres de la Santé et de l'Éducation ont déploré la destruction des infrastructures scolaires et socio-sanitaires. Le représentant du ministre de l'Agriculture a donné l'alerte sur les menaces acridiennes qui affectent la campagne en cours. Des thèmes dont la pertinence n'échappe pas aux partenaires. C'est une visite exploratoire pour venir soutenir le Mali, voir les domaines dans lesquels les Nations Unies, l'OCI et la Oumma islamique peuvent conjointement venir soutenir le Mali parce qu'on comprend qu'il y a beaucoup de problèmes dans le Sahel et surtout au Mali. Malgré cette épreuve difficile que traverse le Mali, l'espoir est permis. Bien sûr, c'est parce que nous avons espoir pour reconstruire le Mali, nous avons l'espoir pour soulager les souffrances que tout le monde s'est mobilisé, plusieurs membres du gouvernement, les États membres de l'OCI, le management de l'OCI et aussi les Nations Unies. Cette rencontre témoigne de l'attachement que la Oumma islamique et la communauté internationale accordent à la crise malienne. Et c'est la preuve que toutes les résolutions qui ont été prises aux Nations Unies, à l'OCI, toutes les positions de principe de la CEDEAO, aujourd'hui convergent en un seul point, il s'agit de rétablir le Mali. La délégation s'est ensuite rendue au ministère de l'Énergie et de l'Eau. Elle a été reçue par le chef du département au nom du Premier ministre. De ces rencontres, on retiendra que les différentes parties s'accordent sur la nécessité de conjuguer leurs efforts afin de trouver une solution à l'insécurité alimentaire qui menace la bande sahélo-saharienne. À la veille de la réunion internationale sur la crise malienne, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a eu une séance de travail avec son homologue algérien qui est présent aussi à Bamako. Lors de cette entrevue, Mourad Medelsi a déclaré que la communauté internationale doit apporter une contribution déterminante dans la solution à la lutte surtout contre le terrorisme. Il est au micro de Adama Djimde. Alors, nous devons la traiter dans la solidarité, au plan bilatéral, au plan des pays du champ. Nous devons également la traiter en tenant compte de ce que peuvent apporter comme contribution positive les pays qui nous entourent, les pays de la CEDEAO. Nous sommes maintenant devant la nécessité d'en appeler également à la communauté internationale parce que nous sommes tous convaincus que la lutte contre le terrorisme, c'est la lutte contre un phénomène qui interpelle la communauté internationale et celle-là doit apporter une contribution, je l'espère, déterminante dans la solution, à la lutte contre le terrorisme, le crime organisé. Excellence, de façon pratique, quelle sera la contribution de l'Algérie? L'Algérie est en train de développer une action dans 3 directions qui sont complémentaires. Il y a une action humanitaire, il y a une action politique, n'est-ce pas? Et il y a une action qui est celle du partage de la lutte contre le terrorisme. Et ces 3 actions doivent être prises en charge, elles le sont déjà, mais avec une nécessité avérée aujourd'hui de rendre ces actions-là plus cohérentes. Mais nous ne pouvons pas les rendre plus cohérentes en dehors d'une volonté exprimée par les pays qui sont directement concernés et dans le cas d'espèce par le Mali. Merci. Séance plénière à l'Assemblée nationale, 4 projets de loi et une résolution sur la crise du Nord. Ces 4 projets de loi et la résolution sur la crise du Nord ont été adoptés. En plus de cette résolution, ces projets de loi concernent la prorogation du mandat des conseillers nationaux, la création de l'école normale supérieure, de l'Institut polytechnique rural de formation et de recherche appliquée de Katibougou et l'école nationale d'ingénieurs Abdrahman Baba Touré. Tous ces projets de loi ont été adoptés majoritairement par les députés présents à l'hémicycle. Compte rendu de Mahamadou Doumbia. Pour cette séance plénière de l'Assemblée nationale, 6 projets de loi étaient à l'ordre du jour. Mais c'est par la lecture d'une résolution sur la crise institutionnelle et sécuritaire au Mali qu'a débuté cette session. Les messages à travers cette résolution sont un peu plus clairs. L'Assemblée nationale du Mali, après en avoir délibéré, réaffirme son attachement total à l'intégrité et l'indivisibilité du territoire du Mali, au caractère laïque de la République et à la souveraineté nationale appartenant au peuple et à lui seul.
condamne les graves violations des droits de l'homme et du droit humanitaire international commises au nord du pays par les rebelles armés, les groupes terroristes et d'autres groupes islamistes extrémistes, salue l'initiative du président de la République par intérim, son Excellence le professeur Diongounda Traoré, d'avoir sollicité en accord avec les forces armées du Mali et le gouvernement de transition l'appui de la CEDEAO et de la communauté internationale pour la récupération du nord du pays. Exhorte l'ensemble de la classe politique et toutes les forces vives de la nation à se mobiliser et soutenir les forces armées, les autorités de transition et accompagner les efforts de la communauté internationale en vue de la réalisation des objectifs essentiels de la transition, à savoir la libération des régions nord du Mali et l'organisation d'élections libres, crédibles et apaisées dans les meilleurs délais. Après amendement et discussion, cette résolution a été adoptée à l'unanimité par 116 voix pour, 0 contre, 0 abstention et 0 non-votants. En deuxième lieu, le projet de loi portant prorogation du mandat des conseillers nationaux a été discuté et pour cause, vu les événements du 22 mars 2012, le processus de renouvellement du mandat des conseillers nationaux a expiré depuis avril 2012. Le Haut Conseil ne peut donc mener aucune activité. Il apparaît donc nécessaire de protéger le mandat des conseillers nationaux. Ce projet de loi a été amendé et adopté par 113 voix pour, 0 contre, 0 abstention et 0 non-votant. Dans le cadre de l'éducation, le projet de loi portant création de l'école normale supérieure, celui relatif à la création de l'Institut polytechnique rural de formation et de recherche appliquée de Kakibougou et celui concernant la création de l'école nationale d'ingénieurs, Abderrahmane Baba Touré, ont été discutés, amendés pour crédibiliser notre enseignement supérieur. En troisième lieu, ces 3 projets de loi ont été discutés, amendés et adoptés par 117 voix pour, 0 contre, 0 abstention et 28 non-votants. Nous sommes à l'Assemblée, restons-y pour vous dire que le président de l'Assemblée nationale a reçu une délégation du FDR conduite par son premier vice-président Iba Ndiaye. Cette audience fait suite à la marche organisée par le FDR dans le cadre de la libération totale du nord du pays. Et selon Iba Ndiaye, le président de l'Assemblée nationale a été d'une oreille plus qu'attentive à leur requête. Iba Ndiaye, à sa sortie d'audience, est au micro de Nyanya Aliou Traoré. Il s'agissait de remercier le président de l'Assemblée nationale pour la forte participation des députés à l'initiative que nous avons prise. Et cela est un devoir pour nous. Et ça a été l'occasion pour nous d'échanger avec le président de l'Assemblée. Et je sors très réconforté, et toute l'équipe du FDR qui était avec moi, pour les sages conseils que nous avons eu de la part de notre aîné, le président de l'Assemblée nationale, M. Touré, et je pense que nous partageons les mêmes points de vue. Nous avons dit que nous sommes à la veille d'un événement important qui va se tenir à Bamako, et nous avons souhaité que toutes les Maliennes et tous les Maliens, en tout cas, fassent en sorte que cette opportunité qui nous est donnée soit mise à profit pour vraiment l'amorce vraiment d'une véritable sortie de crise. Et je pense que ce serait le cas, et nous avons partagé cela avec le président de l'Assemblée, et il nous a parlé également de l'initiative que l'Assemblée va prendre, et je pense que c'est lui-même qui le fera savoir. Ça nous a conforté. Une marche à Bamako aujourd'hui. La coordination des organisations patriotiques du Mali, COPAM, a organisé ce matin une marche de soutien aux forces armées du Mali d'une part et dire non au déploiement d'une force de la CEDEAO à Bamako d'autre part. Daouda Sidiki Diarra a suivi cette marche. L'union sacrée autour des forces armées maliennes, libérer nos armes avant de nous libérer, voilà autant de slogans qu'on peut lire sur les banderoles confectionnées pour la marche de la COPAM avec l'appui des adeptes du guide spirituel Bouïchek Amaoula Aïdara, shérif de Nuro, qui n'a pas fait le déplacement. Ils sont des milliers de personnes à battre les pavés ce jeudi pour dire oui à la libération de nos armes bloquées dans les différents ports de certains pays de la CEDEAO. Nous voulons que notre dignité et notre souveraineté soient respectées. Nous soutenons notre armée nationale capable de nous libérer. Et nous disons que nos armes doivent être libérées absolument. On a eu des informations
Ces informations ne nous satisfont pas du tout. Nous voulons voir nos armes. Cette marche, bien quadrillée par les forces de l'ordre, est partie de la place de la Liberté en passant par l'échangeur du cinéma Babemba pour y rejoindre le boulevard de l'Indépendance. Après 2 heures de trajet, la marche a pris fin au rond-point de l'Indépendance où une déclaration a été lue par le président de la COPAM. Nous, peuple du Mali, réclamons aux autorités nationales la mise à la disposition de nos forces de défense et de sécurité de tous les moyens nécessaires pour la libération totale et immédiate de notre territoire sous occupation terroriste. La dignité, la liberté et l'indépendance de notre nation n'ont pas de prix. Une réunion de restitution et de validation du rapport de synthèse sur la situation des déplacés de Direy à Bamako regroupe depuis ce matin les membres de la commission de gestion de la crise, les partenaires techniques, les élus, le Haut Conseil islamique et les représentants bien entendu du Coran. Objectif échanger sur le document en vue d'avoir des propositions concrètes d'amélioration des conditions de vie de ces déplacés de Direy à Bamako. Agibou Koulibaly. Il s'agissait à travers cette rencontre de dissimuler et de partager avec les différents acteurs les résultats du rapport de synthèse des déplacés de Direy à Bamako, une enquête réalisée par la commission de gestion de crise des ressortissants de cette localité. La commission de gestion de crise de Direy a pensé que l'une des actions prioritaires en matière d'appui et de solidarité envers les populations déplacées est avant tout le recensement précis de celles-ci et l'identification de leurs besoins. Ce rapport de 13 pages se présente comme suit. 86 chefs de ménage recensés, 707 personnes identifiées. La taille moyenne d'une famille est environ 8 personnes. Les communes de résidence actuelles des déplacés sont les 6 communes de Bamako, les communes de Kati, Kalabankoro, Baguineda et Moribabougou. Le Coran est en train de se délasser pour pouvoir sortir un tel outil. Et voilà qu'un cercle nous donne la piste. Et c'est une piste qu'on va essayer d'explorer. C'est une piste qui pourra nous sortir de l'ornière de toutes les difficultés que nous connaissons, surtout quand on doit gérer l'humanitaire qui n'est pas de notre domaine. Au sortir de cette rencontre, les résultats du rapport seront améliorés puis diffusés à toutes les organisations agissant dans l'humanitaire afin d'imprimer la transparence et l'efficacité des actions de solidarité en faveur des déplacés du cercle de Direy. L'étude de stratégie urbaine a été présentée ce matin à la mairie du district de Bamako. Dans ce programme dénommé Bamako Horizon 2030 figurent des projets d'envergure pour l'assainissement de la ville de Bamako et de fluidité de la circulation à l'intérieur de la ville. Cette étude effectuée par un groupe d'experts devra être validée par les maires, les représentants des départements ministériels et les chefs de quartier. Sira Bachili a suivi cette séance de présentation. Voici son compte-rendu. Bamako à l'horizon 2030, une ville assainie avec de grands contournements ferroviaires et routiers et un équipement aéroportuaire de pointe. Des innovations qui feront de la ville des Trois Caïmans un carrefour sous-régional avec une activité économique internationale. Il s'agit aujourd'hui de prendre des choix politiques forts pour structurer cette ville et faire face au défi majeur qui est celui de son accroissement urbain. Aujourd'hui, le phénomène qui se passe, c'est celui de l'étalement urbain. L'idée, c'est maintenant d'avoir un projet politique fort pour encadrer ce développement de la ville et d'encourager la formation d'une ville multipolaire. Cet ambitieux projet non encore finalisé a été soumis à l'appréciation des différents acteurs. Il s'agit de représentants de 4 départements ministériels, l'administration territoriale, l'urbanisme, l'équipement et les transports, ainsi que des maires et autres chefs de quartier. Ils devront valider cette étude. Nous sommes à plus de 2 millions d'habitants aujourd'hui. Dans 30 ans, nous serons sûrement à 5-6 millions d'habitants. Est-ce que nous pouvons rester avec un tel plan de circulation? Est-ce que nous pouvons rester avec ce Bamako qui est insalubre à certains niveaux? Est-ce que nous pouvons rester avec ces problèmes d'eau dans tel quartier? Est-ce que nous pouvons rester avec tous ces quartiers qui ont besoin d'équipements urbains, d'équipements encore plus modernes quant à la continuité de la ville de Bamako? C'est pour toutes ces raisons, en partenariat avec les ateliers de Sergi, faire en sorte que
le projet de Bamako puisse attirer des investisseurs pour venir à Bamako. Ce sont donc 12 stratégies compilées dans un rapport qui sera présenté en décembre prochain au sommet Africité à Dakar. Et parmi ces stratégies, le transport collectif structuré, autrement dit, placer les grands équipements en dehors de la ville comme le port sec et la zone industrielle. La santé oculaire, une affaire de tous, faites-en la vôtre. C'est le thème de l'édition 2012 de la Journée mondiale de la vue et de la Semaine nationale de lutte contre la cécité. Organisée par le Programme national de lutte contre la cécité, le lancement de la semaine a eu lieu à la Maison des aînés et durant toute une semaine, des consultations gratuites sont prévues pour les personnes atteintes de déficience visuelle. Rachel Tessougué. La cécité constitue l'un des handicaps les plus marquants de la vie. À l'échelle mondiale, environ 314 millions de personnes souffrent de déficience visuelle, dont 45 millions d'aveugles. Au Mali, il y a près de 190 000 aveugles, alors qu'il est prouvé que 80% de toutes ces déficiences peuvent être prévenues ou guéries. Qu'il s'agisse de la cataracte, du trachome, des défauts de réfraction non corrigés, la plupart des causes de la cécité sont évitables. C'est dans cette perspective que l'initiative mondiale Vision 2020, droit à la vue, a été lancée sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé. Sa mission étant d'éliminer en tant que problème de santé publique les principales causes de la cécité évitables et ou qui peuvent être traitées d'ici l'an 2020. Tout au long de la semaine, des dépistages et des chirurgies gratuites sont prévus pour les personnes atteintes du trichasis, de cataracte et de glaucome, dans les localités de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Mopti et Bamako. Le gouvernement s'engage à appuyer le Programme national de lutte contre la cécité dans son combat contre la déficience visuelle. Il s'agit entre autres de la mise à disposition de ressources humaines de qualité en nombre raisonnable afin qu'on puisse évoluer vers l'approche un district et un médecin ophtalmologiste. Hélène Keller International et l'Organisation pour la prévention de la cécité ont fait don d'un véhicule, d'un champ opératoire et des équipements ophtalmologiques pour le bon déroulement des activités. La cérémonie a pris fin avec une animation musicale de l'orchestre de l'Union malienne des jeunes aveugles. Caravane de la presse de la campagne Tous et Chacun, notre équipe de reportage a visité les services s'occupant directement de la mère et de l'enfant de l'hôpital régional de Kaï, bâtiment datant de la période coloniale, non adopté et dispersé dans l'espace. Voilà de quoi se plaignent les gynécologues qui gèrent les urgences obstétricales. À l'unité de prise en charge des malnutris, on constate sur l'aide des partenaires pour appuyer les patients de plus en plus nombreux. Nos envoyés spéciaux Aboubacar Traoré et Tchissera Emmanuel Dambélé. À l'unité de récupération éducative intensive où sont prises en charge les cas de malnutrition sévère avec complications, ce sont les infrastructures qui manquent le plus. Les malnutris, malgré les règles du jeu établies, sont souvent mélangés aux autres enfants hospitalisés. Mais les résultats sont qualifiés d'acceptables. Plus de malades dépistés, plus de guérisons, moins de décès, malgré les problèmes. On n'a pas de médicaments. Tous les malades qui rentrent ici payent leurs médicaments. Du sparadrap jusqu'au cathéter, à l'alcool jusqu'au coton. En gynéco-obstétrique, le personnel soulève ses soucis. Des bâtiments de pédiatrie, de gynéco-obstétrique trop loin du bloc opératoire où les urgences obstétricales sont souvent trimballées sur des centaines de mètres. C'est les risques que la femme court, que même le personnel court. Imaginez un peu en période d'intempérie. Qu'il pleuve, alors qu'il vente, nous sommes obligés de faire traverser ces patientes sur tous ces trajets qui nous fait perdre du temps et puis qui exposent également la patiente à des risques. Le bâtiment du service de gynécologie date de 1883, celui de la pédiatrie des années 70 et des contraintes démographiques et médicales se font sentir aujourd'hui. Il faut reconnaître aujourd'hui ces deux infrastructures ne répondent plus aux normes, aux conditions permettant de fournir des prestations exigées aujourd'hui en matière médicale au niveau de ces deux volets, à savoir la gynéco-obstétrique
et la pédiatrie. Pour y faire face, l'hôpital a monté un projet pour le mère-enfant mettant ensemble la pédiatrie, la gynécologie obstétrique et le bloc opératoire. Un projet d'un peu plus de 709 millions de francs CFA qui n'a pas toujours trouvé de financement malgré les plaidoyers. Ici à Bamako, les exploitants agricoles de la société coopérative de Bamako ont reçu une délégation de Sasakawa Global 2000. Conduite par la directrice générale, la délégation est allée visiter les parcelles de maïs, de sorgho et d'arachide de 2 agriculteurs de la commune rurale de Bankoumana. Envoyés spéciaux Fademba Keita et Sidi Modibo Dambélé. À Samako 1 et 2, ce sont les parcelles d'arachide, de sorgho et de maïs de Mamadou Koulibaly et de l'Amphi Adjara qui ont été visitées par l'équipe de Sasakawa Global 2000. Selon la directrice générale, la tournée a pour but d'évaluer d'une part les activités du projet d'urgence d'appui à la campagne agricole 2012-2013 et de prendre contact d'autre part avec les organisations paysannes de la commune rurale de Bankoumana. Je suis très impressionné parce que pendant ce laps de temps, les productrices et producteurs ont appris beaucoup de choses. Nous voyons qu'ils ont appliqué l'engrais au niveau des poquets, ils ont respecté les densités et ça c'est quelque chose qu'ils ne faisaient pas avant. Donc ils s'attendent vraiment à une production très importante. Ce projet financé par le Royaume des Pays-Bas est le fruit des efforts combinés du ministère de l'Agriculture et de Sasakawa Global 2000. C'est un projet qui vient pour aider les producteurs afin qu'ils puissent s'approvisionner en intrants agricoles de bonne qualité, pour que les paysans puissent mieux produire et atteindre l'autosuffisance alimentaire. En vue de réduire les recours aux techniques traditionnelles de battage des céréales jugées contraignantes, les membres de la coopérative du village ont assisté à une séance d'expérimentation avec 2 batteuses multifonctionnelles. C'est une machine qui peut également battre le fonio. Là, c'est ce qui a suscité vraiment notre intérêt. Et en plus, le maïs non despaté. Parce que les équipements pour les maïs non despatés qui sont là, c'est excessivement cher. Dans le souci de renforcer les capacités des paysans, les techniciens du projet et de l'Office de la Haute-Vallée du Niger, OHVN, ont mis la journée à profit pour permettre à ces derniers de se familiariser avec les notions de séchage de céréales. Ces notions portent sur la construction à partir des matériaux locaux, comment protéger les céréales contre les termites, les rongeurs et contre la pluie et la forte humidité. Le Mali, à travers le projet Right to Play, c'est-à-dire droit de jouer, a célébré hier, 17 octobre, la journée mondiale de la dignité. L'objectif de cette journée mondiale est de permettre aux populations de connaître mieux le sens de la dignité. Le thème retenu pour cette journée est « Chaque enfant a le droit de vivre dans une société digne ». Voilà ce que nous dit dans ce reportage signé de Garibou au Pérou. Nous avons tous les moyens d'améliorer la dignité des autres. Et en le faisant, nous améliorons notre propre dignité. Voilà la conviction de Right to Play, c'est-à-dire droit de jouer. Le Mali, à l'instar des autres pays du monde, a célébré cette journée consacrée à la dignité. Une journée qui a pour mission de mettre en œuvre le droit universel. Dans le monde, nous n'avons qu'une seule chose que nous partageons. Une seule chose qui est propre à tout le monde. Et c'est quelque chose qui nous réunit tous, c'est quelque chose que nous partageons tous, c'est ce que l'on appelle la dignité. Au regard de cette valeur, Right to Play fait la promotion de la dignité en vue d'assurer aux enfants un monde digne. Chaque être humain a de la dignité. Dignité en tant que droit, en tant que droit universel. Et nous, en tant qu'organisation, nous contribuons à faire la promotion des droits de façon générale, des droits de l'enfant de façon particulière. Pour joindre l'utile à l'agréable, Right to Play a procédé à une remise de 300 kits scolaires aux établissements de Bamako et 100 kits à Bougouni, respectivement aux enfants démunis et aux enfants talibés. L'Union syndicale des travailleurs du rail vient de tenir à la Bourse du Travail une conférence de presse sur l'avenir du chemin de fer Dakar-Bamako. Le compte-rendu de la réunion des ministres des Transports ferroviaires sur la concession du chemin de fer et la situation actuelle de Transrail étaient les 2 points inscrits à l'ordre du jour de cette conférence de presse qui a été suivie par notre reporter Fademba Keita.
Cette conférence de presse de l'Union syndicale des travailleurs du rail s'est tenue dans la cour de la Bourse du Travail et après 1h30 de retard. Ce retard est dû à des problèmes internes, mais cela n'a pas empêché les 33 membres du bureau exécutif de l'Union syndicale de tenir la réunion. Elle visait à informer les militants et les journalistes sur un certain nombre de points. La création de 2 sociétés de patrimoine et une société d'exploitation privée, mesure prise lors de la réunion des ministres maliens et sénégalais en charge des transports ferroviaires sur la concession du chemin de fer. Quand on a vu les dossiers, il y a des inquiétudes autour de ça. Inquiétude qui se situe d'abord au niveau de la création de 2 sociétés de patrimoine, vraiment qui nous met dans un doute. On vit dans un flou artistique actuellement parce que la base de la création de la société concédée, c'est une seule société au Mali et au Sénégal, dont le siège est à Bamako ici. Maintenant, concédé pendant 25 ans, on dit qu'il faut créer des sociétés de patrimoine. C'est contraire même à ce qui avait été arrêté à Dakar le 12 mai 2010 concernant la révision institutionnelle. Les travailleurs de Transrail, au nombre de 643, se disent satisfaits des résultats encourageants enregistrés notamment dans le domaine de la réhabilitation des engins, de l'ouverture de nouvelles gares, du paiement de leurs arriérés de l'INPS et des prestations de services. Cependant, ils invitent les autorités maliennes à plus d'écoute et de vigilance dans la gestion de Transrail. Avant de refermer ce journal, la nation malienne est en deuil. Le colonel Assimi Souleymane Dambélé a été arraché à notre affection à l'âge de 77 ans. C'est un témoin privilégié des grands événements de notre pays. Grand officier de l'ordre national du Mali, le colonel à la retraite Assimi Souleymane Dambélé a eu un parcours très brillant dans l'armée malienne. Il a été inhumé cet après-midi au cimetière de Sotuba. Demain, nous serons en mesure de vous proposer, de vous faire voir les images de cette cérémonie d'inhumation du colonel Assimi Dambélé. Un hivernage très pluvieux de bonnes récoltes en perspective. C'est la physionomie que présente la campagne agricole 2012. Yaya Konaté reçoit ce soir le directeur national de l'agriculture pour faire le point. C'est dans l'interview de la semaine. Un entretien à suivre après ce journal. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Ainsi allait l'actualité ce jeudi 18 octobre. Merci de l'avoir suivi. Demain, 10h, 13h, l'information reprendra ses droits et ça sera une présentation de Sira Bachili. Quant à moi, je me ferai le plaisir d'être là à 18h et 20h. D'ici là, restons de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. On ne les oublie pas et cela jusqu'à la libération totale de notre pays. Merci et bonne suite de programme.